Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous célébrons le 73e anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Doctors Against Forced Organ Harvesting est honoré de vous accueillir pour commémorer la Journée internationale des droits de l'homme et rendre hommage aux victimes du prélèvement forcé d'organes. Mon nom est Harold King et je serai votre hôte pour le webinaire d'aujourd'hui. L'humanité est à la croisée des chemins. Nous faisons face à un crime contre l'humanité sans précédent et sommes confrontés à la tâche de défendre la dignité humaine et les droits de l'homme. La situation face à laquelle nous nous trouvons concerne les prélèvements forcés d'organes sur des personnes vivantes perpétrés par le gouvernement chinois depuis plus de 2 décennies. Il s'agit d'un crime qui dépasse toute imagination et qui est trop effroyable pour être accepté. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à nos honorables orateurs et à notre public qui regarde la diffusion en direct dans le monde entier. Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Avant de commencer, rappelons-nous les origines historiques du rassemblement d'aujourd'hui, la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Le palais de Chaillot a une histoire unique. Le bâtiment initial, le palais du Trocadéro, a été construit à la fin du XIXe siècle, avant d'être restauré pour l'exposition internationale de 1937, sous le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, le palais de Chaillot. Il se dresse majestueusement face à la tour Eiffel. Peu de gens auraient imaginé à l'époque qu'à peine 10 ans plus tard, il deviendrait le lieu d'adoption de l'un des documents internationaux les plus importants de l'histoire du monde, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est en 1948, ici dans ce bâtiment, au cœur de Paris, en France, que ce document, ainsi que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ont été signés à la 6e Assemblée générale des Nations Unies. C'est dans ce même bâtiment, le palais de Chaillot, que cet événement historique a scellé la mission des Nations Unies de sauvegarder et de protéger tous les peuples, toutes les nations, toutes les religions, toutes les croyances, sans distinction de sexe ou de conviction politique. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes viennent à Paris sur ce site historique pour profiter d'une vue imprenable sur la tour Eiffel, probablement sans se rendre compte que c'est la signature en 1948 de la Déclaration qui leur donne la liberté de venir à Paris et de profiter de cette vue spectaculaire. En 1985, en souvenir des débuts de l'ONU, le président François Mitterrand a renommé la place entre les palais le Parvis des libertés et des droits de l'homme. Une plaque commémorative a été cimentée au centre de la place. Des centaines de milliers de personnes ont marché sur cette plaque, probablement sans se rendre compte que cette plaque est un rappel des droits fondamentaux dont nous jouissons aujourd'hui. Mais d'un autre point de vue, cela peut aussi être vu comme une mise en perspective de l'état actuel des droits de l'homme. En considérant les droits fondamentaux comme acquis, nous leur manquons de respect et nous les piétinons sans nous rendre compte que nous devons faire revivre ces droits de l'homme fondamentaux tous les jours, sans quoi ils ne sont qu'un lointain souvenir d'un événement historique. Aujourd'hui, 10 décembre, nous saisissons l'occasion de rappeler et de faire revivre ce qui a été signé dans ce bâtiment il y a 73 ans. À l'époque, en 1948, personne ne se serait demandé pourquoi la communauté internationale pointait du doigt l'Allemagne nazie. C'était évident. L'Allemagne nazie venait de perpétrer le génocide le plus horrible de l'histoire. La principale victime de l'Holocauste était le peuple juif, et on ne peut tout simplement pas parler de l'Holocauste sans parler du peuple juif. Au cours des 2 dernières décennies, nous avons été les témoins d'un crime sans précédent, à savoir le prélèvement forcé d'organes sanctionné par l'État sur des pratiquants vivants du Falun Gong en Chine. Et tout comme l'Holocauste est indissociablement lié au peuple juif, le prélèvement forcé d'organes en Chine est indissociablement lié aux 70 millions de pratiquants de Falun Gong qui ont été soumis au génocide froid au cours des 2 dernières décennies.
Nous devons nous demander si nous reconnaissons et célébrons encore la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et appliquons-nous les droits de l'homme universels à tous les groupes et à toutes les personnes de la même manière que nous l'avons fait en 1988. Dans le cas de la Chine, nous devons nous demander s'il existe une norme à 2 vitesses pour les droits de l'homme, une pour l'Allemagne nazie et une autre pour la République populaire de Chine. De nombreux gouvernements se sont retrouvés soumis à la Chine pour des raisons économiques. Cette situation est similaire à la période qui a précédé la montée en puissance du régime nazi dans les années 1930. De nombreux gouvernements ont accepté les crimes de la Chine et ont fermé les yeux sur ces graves violations des droits de l'homme. Que ce soit de manière volontaire ou par naïveté, ces gouvernements sont devenus la proie de la tromperie grossière des droits de l'homme aux caractéristiques chinoises. Les dirigeants du PCC méprisent les droits de l'homme et se moquent du monde occidental qui y est attaché. Avant de commencer à entendre nos orateurs, j'ai une dernière information à vous communiquer. Le professeur Michael Mockry, qui souhaitait vivement être présent, ne pourra malheureusement pas se joindre à nous aujourd'hui en raison de conflits d'horaire. Le professeur Michael Mockry est indigné par les actes criminels perpétrés par des professionnels de la santé en Chine. En tant que chef d'un département de neurochirurgie en Autriche, il croit fermement au respect et à la défense de l'éthique médicale. Le professeur Mockry nous a envoyé une courte déclaration que je vais lire pour vous. En tant que médecin ayant pratiqué la médecine pendant 40 ans et en tant que directeur d'un hôpital universitaire pendant 13 ans, l'idée de prélever des organes sans le consentement préalable du donneur me répugne profondément sur le plan éthique, religieux et moral. Les organisations qui prennent de telles mesures, ainsi que leurs acolytes, c'est-à-dire les personnes impliquées dans le prélèvement ainsi que dans l'implantation d'organes obtenus illégalement, sont criminels et ne sauraient en rien se justifier. Merci, Dr Mockry, pour votre soutien et votre défense de l'éthique médicale. Écoutons maintenant nos distingués orateurs. Monsieur Garnet Genius, membre du Parlement canadien, a perpétué la tradition des parlementaires canadiens de s'exprimer en faveur des droits de l'homme et de défendre les pratiquants de Falun Gong par son engagement en faveur des droits de l'homme. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Garnet Genius. Bonjour, je m'appelle Garnet Genius, je suis un membre du Parlement au Canada et j'apprécie l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. C'est la journée internationale des droits de l'homme. J'ai toujours été profondément attaché aux droits de l'homme. Et dans un certain sens, c'est une nécessité, car cela fait partie de mon histoire familiale. Vous voyez, ma grand-mère était une survivante de l'Holocauste. Elle vivait en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle nous expliquait les facteurs qui lui ont permis de survivre. Elle se cachait dans des fermes protégées par des personnes sympathisantes dans la partie de l'Allemagne où elle se trouvait. Et elle attribuait en grande partie sa survie à la volonté d'un certain Clemens von Galen. Il y a un portrait de Clemens von Galen sur le mur derrière moi. Von Galen était un critique virulent des nazis. Il était prêt à s'exprimer au péril de sa vie et de celle de son entourage pour s'opposer au mal qui émergeait. Il était important pour lui, une personne de pouvoir et de privilège, de par l'exercice de ses fonctions, de parler de manière à fournir un soutien et dans un sens une protection à quelqu'un comme ma grand-mère qui n'avait ni pouvoir ni privilège dans la société. Et c'est grâce à des gens comme Von Galen qui étaient prêts à parler des droits de l'homme à l'époque que des personnes comme ma grand-mère ont pu survivre. Aujourd'hui, je considère que mon rôle de parlementaire est à bien des égards comme celui de Von Galen, de pouvoir défendre la justice, les droits de l'homme, la dignité humaine et de faire entendre les désirs et les aspirations de ceux qui sont confrontés à l'injustice mais qui ne sont pas en mesure de parler en leur nom. Et je vois de nombreux parallèles entre les violations des droits de l'homme du passé, certaines des choses que ma grand-mère a vécues et certaines des violations des droits de l'homme que nous voyons aujourd'hui. Et quand je pense aux victimes de ces violations modernes des droits de l'homme, je pense à la promesse que nous avons faite à la génération de ma grand-mère. Une promesse de ne plus jamais permettre que le genre d'abus horribles qu'elle et d'autres ont vécu se répète.
Et pourtant, nous n'avons pas réussi à tenir cette promesse. Nous devons donc intensifier nos efforts. Nous devons nous efforcer d'en faire plus pour défendre les droits de l'homme dans le contexte actuel, en réponse à l'escalade des horribles violations des droits de l'homme que nous constatons dans certains pays du monde. Et aujourd'hui, je veux parler principalement d'un projet de loi particulier que j'ai présenté à la Chambre des communes, le projet de loi S-204. Il s'agit d'un projet de loi que j'ai présenté au printemps de cette année, lors d'une session parlementaire précédente, après qu'il ait reçu un soutien unanime au sein de l'ensemble du Canada. L'objectif a été initialement proposé au Knowledge Translation et au Sénat par mon excellente collègue, la sénatrice Salma Touljapour. Le projet de loi S-204 vise à lutter contre le prélèvement et le trafic d'organes en réduisant la demande et ce faisant, il permettrait de sauver des vies. Si ce projet de loi est adopté, il érigera en infraction pénale le fait pour une personne de se rendre à l'étranger pour se procurer un organe prélevé sans consentement. Il crée également des dispositions en vertu desquelles une personne pourrait être jugée indésirable au Canada si elle est impliquée dans le prélèvement forcé et le trafic d'organes. Et avant le projet de loi S-204, il y avait un projet de loi similaire que nous avons essayé dans un parlement précédent, le projet de loi S-240, et avant cela, le projet de loi C-3350. Il s'agissait d'une version réintroduite d'un projet de loi d'initiative parlementaire qui avait été proposé en 2013, et avant cela, en 2008, par d'autres députés. Dans tous les cas, le mécanisme a été le même. Il s'agit d'essayer de lutter contre le prélèvement et le trafic d'organes en criminalisant le fait de se rendre à l'étranger pour recevoir un organe prélevé sans consentement. La poursuite pour une action extraterritoriale est un peu plus facile dans ce cas que dans d'autres, étant donné que les patients transplantés doivent faire l'objet d'un suivi à leur retour au Canada ou dans leur pays d'origine, quel qu'il soit. Et il est plus facile d'identifier les cas où des personnes ont reçu un organe et de pouvoir s'en servir comme base pour poser d'autres questions. J'ai donc mentionné certains de ces antécédents législatifs au Canada, puisque nous parlons du prélèvement forcé d'organes au Parlement du Canada, depuis plus de 10 ans. Et au cours de cette période, les parlementaires de tous les partis ont convenu que nous devions faire quelque chose à ce sujet. Ce n'est pas une question urgente des droits de l'homme à laquelle nous devons réagir. Nous avons déposé de nombreuses pétitions concernant le prélèvement forcé d'organes. Nous avons travaillé au-delà des lignes des partis à chaque fois que nous en avons eu l'occasion. Des appels ont été lancés pour que cette pratique horrible fasse l'objet d'une enquête. Des déclarations fermes ont été publiées pour condamner les actions du Parti communiste chinois et pour demander au gouvernement canadien d'intervenir et de prendre des mesures actives pour mettre fin à cette pratique qui, de toute évidence, est trop répugnante pour une société libre. Cette question a été soulevée à maintes reprises au sein des comités de la Chambre des communes et par des organisations civiles. Et pourtant, nous avons encore eu du mal à obtenir le consensus nécessaire à l'adoption rapide du projet de loi et avons donc manqué de temps. Dans tous les cas, j'ai bon espoir que ce Parlement sera celui qui permettra d'adopter enfin un projet de loi sur le prélèvement et le trafic d'organes. Comme l'a dit Albert Einstein, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. En effet, le monde devient de plus en plus dangereux pour les groupes minoritaires vulnérables comme les pratiquants de Falun Gong, les Tibétains, les musulmans ouïghours, les chrétiens et autres prisonniers de conscience en Chine. Les personnes qui n'ont commis aucun crime mais qui sont enlevées à leur famille et assassinées par l'État pour ensuite vendre et utiliser leurs organes pour des transplantations et à d'autres fins. Le prélèvement forcé d'organes en Chine n'est pas seulement une pratique inhumaine qui viole la dignité universelle inhérente à tous les êtres humains. Elle perpétue systématiquement ce crime impensable contre les croyants religieux pacifiques, les défenseurs des droits de l'homme et les minorités ethniques. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la dignité intrinsèque de tous les êtres humains. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne doit avoir droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d'opinion et d'expression. Cela ne peut être compromis ou oublié. C'est lorsque nous oublions que chacun a droit à tous les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous sommes à nouveau témoins d'actes qui ressemblent aux actions barbares, violentes du passé ayant indigné la conscience de l'humanité, en particulier à l'époque de ma grand-mère. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en réponse aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la communauté internationale, comme je l'ai dit, s'est réunie pour dire plus jamais ça, pour prendre cet engagement les uns envers les autres et pour faire cette promesse aux jeunes et aux générations à venir. Nous avons l'occasion, en fait, la responsabilité d'intervenir, pendant que nous en avons encore la possibilité, afin de pouvoir tenir cette promesse. Et c'est pourquoi des pays du monde entier ont adopté des lois et des résolutions pour s'opposer à la pratique du prélèvement forcé d'organes
d'organes. Je veux que le Canada et d'autres pays se joignent à eux, qu'ils se joignent à l'Italie, à Taïwan, à Israël et à d'autres pays qui ont ouvert la voie en adoptant des mesures énergiques pour mettre fin au trafic d'êtres humains et aux transplantations d'organes, de criminaliser pour leurs citoyens l'acte de se rendre à l'étranger pour recevoir un organe prélevé sans consentement. Cette pratique viole le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes en soumettant à la torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants les prisonniers de conscience à qui l'on refuse le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que la liberté d'opinion et d'expression. Projet de loi S-204, s'il arrive à permettre la protection des droits et à faire appliquer la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les personnes persécutées par le Parti communiste chinois par le biais de l'horrible pratique du prélèvement d'organes, alors c'est un texte de loi pratique avec des mesures pratiques. Ce projet de loi dissuadera tout Canadien qui a besoin d'un organe de recevoir un organe qui a été prélevé de force, sans consentement, en criminalisant cette action. De plus, il donnera aux forces de l'ordre les moyens de poursuivre activement ceux qui perpétuent cette injustice et de tenir pour responsables les complices de ces actes diaboliques. Il est essentiel qu'en tant que personne ayant la liberté de s'exprimer et la capacité de répondre à cette violation la plus grave des droits de l'homme fondamentaux, nous jouions notre rôle en combattant et en prévenant ces violations des droits de l'homme. En tant que communauté internationale, nous avons une responsabilité les uns envers les autres, celle de faire respecter les principes et les valeurs que nous sommes engagés à respecter, les principes et les valeurs qui unissent notre famille humaine sans rester les bras croisés lorsque des personnes innocentes sont arbitrairement détenues, torturées et tuées pour leurs organes à une échelle industrielle, réduisant la personne humaine à un simple moyen de profit tout en ignorant son mérite et sa valeur intrinsèque. C'est ne pas se rendre compte et ne pas reconnaître la perte de la dignité et la valeur des victimes et de leurs familles au profit du massacre cruel perpétré par le Parti communiste chinois. Le président américain Harry Truman a déclaré lors de la signature de la Charte des Nations Unies, nous devons construire un nouveau monde, un monde bien meilleur, dans lequel la dignité éternelle de l'homme est respectée. 76 ans plus tard, nous nous demandons toujours comment faire respecter les droits de l'homme fondamentaux de chaque personne dans ce monde, y compris et surtout des victimes de prélèvements forcés d'organes. Il est également important de discuter de la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. Il s'agit d'une initiative lancée conjointement par des parties prenantes et des ONG du monde entier. Parmi elles, les principales sont les suivantes: Doctors Against Forced Organ Harvesting des États-Unis, CAP, Liberté de conscience d'Europe, la Transplant Tourism Research Association du Japon, la Korea Association for Ethical Organ Transplant de Corée du Sud et la Taiwan Association for International Care Organ Transplant de Taïwan. La déclaration a été lancée lors de l'Assemblée générale des Nations unies de cette année en septembre, à l'occasion du sommet mondial sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. Cette déclaration est une feuille de route internationale sur les mesures que le pays du monde entier, y compris le Canada, pourrait prendre pour défendre et protéger les droits fondamentaux de toutes les victimes de prélèvements forcés et de trafic d'organes. Le dernier S-204 permettra au Canada d'appuyer cette feuille de route mise en place par la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. Il nous permettra de faire notre part dans la lutte contre la violation des droits humains fondamentaux en prévoyant la criminalisation des actes inhumains et en facilitant les poursuites pénales contre le prélèvement forcé d'organes au niveau national et international. Le projet de loi établirait une infraction criminelle en vertu du droit canadien lorsqu'elle est commise essentiellement dans le cadre du prélèvement d'organes humains non consentis sur des donneurs vivants ou décédés, lorsque le prélèvement est effectué sans le consentement libre, éclairé et spécifique des victimes. Ce projet de loi permettra aux candidats de prendre des mesures législatives utiles pour assurer l'efficacité des enquêtes et des poursuites pénales relatives aux infractions qui seront commises afin de combattre et de prévenir le prélèvement forcé d'organes. Il interdira également l'entrée à toute personne dont on sait qu'elle participe directement ou indirectement au prélèvement forcé d'organes. Et je voudrais juste terminer en citant la conduite à tenir d'un survivant de l'Holocauste et militant des droits de l'homme, Elie Wiesel, qui a dit « Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le tourmenté. Parfois, nous devons interférer lorsque des vies humaines sont menacées, lorsque la dignité humaine est menacée, les frontières et les sensibilités nationales deviennent inutiles. Il est donc temps pour nous de décider de faire notre part dans la lutte et la prévention de la perpétration continue par le Parti communiste chinois de ce crime atroce contre sa propre population. Merci.
Merci, Monsieur Genius, de dénoncer les différentes violations des droits de l'homme perpétrées par le Parti communiste chinois dans le monde, telles que la détention d'avocats et de journalistes en Chine continentale et à Hong Kong, l'agression par la Chine dans la mer de Chine méridionale et à Taïwan, et les impacts de l'initiative Ceinture et Route. En effet, certaines personnes décrivent le gouvernement chinois comme un tyran des droits de l'homme et un provocateur des droits internationaux. Le représentant Scott Perry est membre du Congrès américain depuis 2013 et il croit fermement qu'il devrait y avoir des conséquences pour le nombre incalculable de pratiquants de Falun Gong qui sont morts de prélèvements forcés d'organes, et il propose un nouveau projet de loi pour protéger les pratiquants de Falun Gong. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, le représentant Scott Perry. Bonjour, je suis le représentant Scott Perry. J'ai l'honneur de me joindre à Doctors Against Forced Organ Harvesting, ou DAFO, à ce webinaire mondial pour commémorer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au cours des derniers mois, j'ai eu le privilège de travailler avec DAFO et d'autres pour faire avancer la législation concernant la persécution du Falun Gong en Chine. L'un de ces projets de loi est le Falun Gong Protection Act, que je présenterai dans les prochains jours. Notre nation continue d'être témoin d'exemples de plus en plus affligeants de la dépravation de la Chine communiste et voit clairement qu'elle mène une campagne pour prélever les organes des pratiquants de Falun Gong. Il s'agit de personnes vivantes dont les organes sont prélevés. Environ 1,5 million de pratiquants pourraient avoir perdu la vie en conséquence. Des défenseurs des droits de l'homme en Amérique ont démontré à plusieurs reprises notre solidarité avec les victimes et continueront à le faire. En juin 2016, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté à l'unanimité une résolution exhortant la communauté internationale à aider à mettre fin au programme génocidaire de prélèvement forcé d'organes de la Chine. Au Congrès, j'ai introduit la proposition HR 5431 désignant le Parti communiste chinois comme une organisation criminelle transnationale. Dans ce projet de loi, je cite les conclusions du China Tribunal qui a conclu que les crimes contre le Falun Gong pourraient constituer l'une des pires atrocités commises dans le monde à l'époque moderne. Nous avons besoin d'un texte de loi ciblé pour traiter spécifiquement de la persécution du Falun Gong en Chine. Et c'est pourquoi l'introduction de la loi sur la protection du Falun Gong ne pourrait être plus opportune. Ce projet de loi autoriserait le président Biden à sanctionner toute personne ayant contribué directement ou indirectement au prélèvement forcé d'organes en Chine. Il chargerait également le secrétaire d'État de déterminer si la persécution du Falun Gong par la Chine constitue une atrocité au sens d'un projet de loi sur les droits de l'homme de 2018. La définition d'une atrocité comprend à la fois les crimes contre l'humanité et le génocide et encourage le département d'État à décider officiellement de la nature de la persécution du Falun Gong. Une chose qui a cruellement manqué dans notre politique à l'égard de la Chine. Ce projet de loi renforce également les principes de base des droits de l'homme internationalement reconnus, à savoir que chaque personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il stipule également que nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude. La persécution du Falun Gong par la Chine, que ce soit par le prélèvement forcé d'organes, l'emprisonnement injuste ou le travail forcé, est maléfique et pervers. Le Congrès doit s'engager à garantir que les millions de pratiquants du Falun Gong ne soient pas privés de la liberté d'exercer leurs croyances religieuses. La loi sur la protection du Falun Gong contribue largement à faire pression sur la Chine pour qu'elle abandonne son programme d'extermination cruel et régressif, car c'est exactement ce qu'il est. Nous devons contester les desseins maléfiques du Parti communiste chinois, ce qui implique de mettre en évidence son mépris flagrant pour les normes fondamentales de la décence humaine. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de parler avec vous aujourd'hui de la loi sur la protection du Falun Gong et j'ai hâte de travailler avec chacun d'entre vous pour la faire passer au Congrès. Et à présent, je vous souhaite bonne chance et que Dieu vous bénisse.
Merci, représentant Perry, de soutenir avec vigueur les droits de l'homme à travers votre travail au sein du Congrès américain. Cela demande du courage et de la détermination. Vos projets de loi feront une différence dans la vie de nombreuses personnes. Madame Annick Pontier est membre du Parlement belge. En apprenant le sort des pratiquants de Falun Gong et les horreurs des prélèvements forcés d'organes, elle a immédiatement ressenti le besoin de réagir et de porter ces crimes contre l'humanité sur le devant de la scène politique belge. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Madame Annick Pontier. Bonjour à vous tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité à ce sommet mondial sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. C'est un honneur pour moi d'être l'un des conférenciers aujourd'hui. En tant que membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement belge, je m'intéresse aux droits de l'homme en général et plus particulièrement à la situation politique en Asie. La Chine, Taïwan, Hong Kong sont mes principaux centres d'intérêt. En tant que membre du Parlement national belge, je vais vous parler aujourd'hui du prélèvement forcé d'organes d'un point de vue politique et idéologique. Jusqu'à présent, le prélèvement forcé d'organes n'a pas fait l'objet d'une grande attention de la part de la presse belge, pas plus de celle des politiques. Jusqu'à récemment, lorsque la ratification du traité du Conseil de l'Europe contre le commerce d'organes humains était sur la table de notre Commission des Affaires étrangères. À mon avis, cependant, le prélèvement forcé d'organes devrait faire l'objet de beaucoup plus d'attention de la part des médias et des décideurs politiques, car il constitue un crime contre l'humanité indéniable. Selon moi, le prélèvement forcé d'organes sur des personnes vivantes a deux motivations principales. L'une est financière, comme on peut le voir avec les gangs qui gagnent leur vie grâce au commerce d'organes en Amérique latine, par exemple. L'autre est politique et idéologique. Et aussi cruel et immoral que soit le commerce d'organes, c'est peut-être cette deuxième motivation qui nous effraie le plus et sur laquelle je vais me concentrer aujourd'hui. Le principal responsable des prélèvements d'organes à des fins politiques est sans aucun doute la Chine. Pékin persécute différents groupes pour des raisons idéologiques et politiques parce que leur affiliation ne correspond pas à l'idéologie d'État communiste totalitaire que Xi Jinping veut imposer à tous les citoyens. Le prélèvement d'organes sur les groupes minoritaires chinois a bien sûr aussi un aspect commercial, car les organes sont vendus sur le marché. Mais surtout, ces groupes en sont victimes parce que le gouvernement les considère comme une menace pour son idéologie. Des groupes comme les Ouïghours du Xinjiang, une minorité ethnique turque et surtout le mouvement spirituel des pratiquants de Falun Gong sont aujourd'hui les victimes du prélèvement d'organes organisé par l'État en Chine. Ce prélèvement d'organes fait partie d'un système de persécution plus large que le gouvernement chinois utilise pour effacer les identités religieuses, culturelles et philosophiques de ces différents groupes. Certains iraient jusqu'à qualifier de génocidaires les programmes de persécution chinois dans lesquels ils ont recours au prélèvement forcé d'organes. Les méthodes déployées par le gouvernement chinois pour éradiquer des groupes comme les pratiquants de Falun Gong et les Ouïghours présentent en effet toutes les caractéristiques d'un génocide. En tant que groupe politique, nous nous sommes particulièrement concentrés sur les Falun Gong parce qu'ils sont, de par leur nombre, les plus grandes victimes aujourd'hui du prélèvement forcé d'organes en Chine. Dans leur cas, la Chine a mis en place toute une bureaucratie avec sa structure de chaîne de commandement centralisée depuis le niveau politique local jusqu'au gouvernement central à Pékin. Ils opèrent dans le seul but d'éradiquer le Falun Gong et ses pratiquants. Les pratiquants sont enfermés, subissent un lavage de cerveau,
sont torturés psychologiquement et physiquement, sont exécutés et leurs organes sont prélevés de force. La propagande médiatique joue également un rôle important dans le programme de persécution chinois en retournant l'opinion publique contre le Falun Gong avec de fausses informations sur leurs pratiques et leur philosophie. Comment cela est-il possible ? Comment un pays du monde développé d'aujourd'hui, qui a accepté la Déclaration universelle des droits de l'homme et ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, peut-il agir de manière aussi cruelle ? La réponse est très simple. Les décideurs chinois ont une conception des droits de l'homme différente de celle que nous avons en Occident. Plus encore, ils ne se soucient pas du tout des droits de l'homme et n'ont aucune considération pour la vie humaine. Et si ces vies ne servent pas leur programme communiste interne et leurs ambitions de devenir une superpuissance mondiale. De cette façon, se positionner contre la Chine revient à se positionner pour les droits de l'homme dans le monde entier. Car la Chine ne veut pas se limiter à ce qui se passe à l'intérieur de ses propres frontières. Elle veut exercer une influence dans le monde entier et faire progresser son modèle totalitaire. Maintenant, je vais placer le sujet du prélèvement forcé d'organes dans un contexte politique belge. En Belgique, ce phénomène a reçu trop peu d'attention, comme je l'ai dit précédemment. Vous pourriez demander à 100 personnes différentes ce qu'est le prélèvement forcé d'organes en Chine. Et il est probable qu'aucune d'entre elles n'ait jamais lu ou entendu parler de ce sujet. J'ai personnellement pris connaissance du problème en visionnant le jugement du China Tribunal au printemps 2020 par le biais d'une lettre de l'organisation Untransplant Abuse in China. Ce jugement a mis en lumière les preuves de prélèvement forcé d'organes. J'ai alors commencé à faire mes propres recherches et suis entrée en contact avec des représentants du Falun Gong ou Falun Dafa en Belgique. Ils m'ont offert beaucoup d'informations perspicaces sur ces événements choquants entourant les prélèvements d'organes en Chine. Plus tard, j'ai assisté en tant que spectatrice et oratrice au sommet mondial de septembre 2021 et à la conférence d'octobre 2021. Et les divers discours prononcés sous différents angles ont encore affiné mes connaissances sur ce sujet. Lorsque j'ai rassemblé suffisamment d'informations, j'ai immédiatement commencé à agir au sein de notre Parlement pour mettre à l'ordre du jour politique la persécution et le prélèvement forcé d'organes contre le Falun Gong. Cette action a pris plusieurs formes. J'ai posé des questions orales et écrites sur le sujet et sur les mesures prises par notre gouvernement à ce sujet. J'ai écrit des interprétations et donné des recommandations à ce sujet au gouvernement. J'ai fait une présentation publique de notre point de vue sur la Chine et la situation des minorités dans ce pays. J'ai souligné la position de notre propre gouvernement belge sur ces questions en ce qui concerne l'accord d'investissement de l'Union européenne et qui est en cours de négociation et le traité d'extradition entre la Belgique et la Chine et j'ai finalement réécrit notre propre résolution. La dernière résolution adoptée par le Parlement européen date de 2013 et n'a vraiment eu que peu ou pas d'effet dans la pratique. Notre résolution a l'intention de condamner fermement la persécution des pratiquants de Falun Gong et formule un certain nombre de recommandations au gouvernement belge. Le texte se concentre sur le cas du Falun Gong en tant que principal groupe de victimes du prélèvement forcé d'organes et de la persécution en Chine, mais pas exclusivement. Il s'agit d'une résolution large qui vise la répression de tous les prisonniers de conscience par Pékin. Les recommandations spécifiques y incarnent notre condamnation diplomatique de ces crimes contre l'humanité dans les relations internationales de la Belgique. Et nous demandons également des actions sévères contre le régime chinois, car il faut joindre l'acte à la parole. Bien entendu, nous demandons au gouvernement belge d'adopter une toute autre approche vis-à-vis de la Chine et de repenser nos relations bilatérales. Afin de ne pas devenir complices des grands crimes qu'ils commettent, nous devons mettre fin aux accords d'investissement
qui ne font que rendre Pékin riche et nous coûtent beaucoup d'argent. Ces accords unilatéraux ont toujours conduit à des promesses chinoises non tenues concernant l'égalité des chances et la libération de leur marché dans le passé, alors qu'ils pénètrent pleinement notre économie européenne par des tactiques commerciales déloyales. Notre argent européen coule vers des entreprises contrôlées par l'État chinois et rien ne revient. Et bien sûr, cet argent est récupéré par le gouvernement qui l'utilise pour ses politiques et son complexe militaro-industriel afin de supprimer les groupes minoritaires à l'intérieur du pays et d'exercer une domination en dehors de ses frontières. Mon parti politique ne veut rien savoir de tout cela et c'est pourquoi nous demandons au gouvernement belge de mettre un terme aux négociations sur l'accord d'investissement chinois en Belgique. Nous demandons également à notre gouvernement de suspendre le traité d'extradition récemment ratifié avec la Chine. Ce traité a été fortement critiqué par les groupes de défense des droits de l'homme, à juste titre. Pékin utilise ce type de traité d'extradition pour continuer à réduire au silence et à contrôler les groupes d'opposition dans notre pays, car ils craignent d'être livrés à la Chine où ils risquent d'être persécutés, voire pire. Le traité d'extradition entre la Belgique et la Chine représente un danger pour les minorités persécutées, comme les pratiquants de Falun Gong, les activistes dissidents, les Ouïghours, etc. La Chine peut facilement prétendre qu'une personne est un criminel et la Belgique n'a aucun moyen de vérifier cette information. La Belgique prétend que le traité prévoit des mesures de protection pour les groupes persécutés. Mais il n'y a aucun moyen pour notre gouvernement de vérifier le respect des procédures et des droits de l'homme en Chine. Dans le cas de la Chine, une extradition de groupes persécutés s'est déjà produite dans différents pays. Nous proposerons également une audition avec des experts en la matière au sein de notre commission des affaires étrangères lorsque notre résolution sera traitée. Récemment, une résolution portant exclusivement sur la protection des Ouïghours en Chine a été adoptée par la majorité au pouvoir au sein de notre Parlement. Nous avons essayé d'élargir cette résolution à tous les groupes minoritaires persécutés en Chine, y compris le Falun Gong, mais cette proposition ou cet amendement a été rejeté par les partis majoritaires. C'est pourquoi nous voulons, avec notre propre résolution, être le premier groupe politique à mettre la persécution du Falun Gong à l'ordre du jour. Pour terminer cette présentation, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ma meilleure compréhension du phénomène horrible, mais tellement important, du prélèvement forcé d'organes. Je voudrais tout particulièrement remercier le Dr Harold King pour ses renseignements et sa coopération, ainsi que les représentants du Falun Gong en Belgique, à savoir M. Nico Bigens et M. Philippe Petitjean, qui nous ont offert des connaissances cruciales dans nos efforts pour mener une action politique sur ce sujet. Ceci termine ma présentation pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a été utile et je voudrais remercier encore une fois de m'avoir invité à votre conférence aujourd'hui. Et je vous souhaite le meilleur et beaucoup de succès dans la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. Merci beaucoup. Merci, Madame Pontier, de nous rappeler le manque de respect par le gouvernement chinois des traités internationaux qu'il a pourtant signés et ratifiés, comme son utilisation abusive des traités d'extradition pour traquer les victimes des droits de l'homme qui ont fui la Chine. En effet, le gouvernement chinois ne permet pas aux autres pays de vérifier les procédures légales de leurs revendications, tout comme il ne permet pas la revendication du présumé consentement écrit des donneurs d'organes chinois. Lord Hunt of King's Heath du Royaume-Uni est un fervent défenseur de l'éthique des soins de santé publique et a travaillé sans relâche pour s'assurer que la communauté médicale britannique et les patients britanniques
ne se retrouvent impliqués dans le prélèvement forcé d'organes et de tissus sur des victimes vulnérables et non consentantes en Chine. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Lord Hunt. Bonjour. Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies à Paris. Pour la première fois, elle énonce la protection universelle des droits fondamentaux de l'homme. Cela s'est notamment produit après la dévastation de la Seconde Guerre mondiale et le régime meurtrier d'Hitler. Lorsque la communauté internationale a juré de ne plus jamais permettre que des atrocités comme celles de ce conflit se reproduisent, alors que nous commémorons le 10 décembre, 73 ans après, de graves violations des droits de l'homme se produisent toujours dans notre monde. La pire de ces violations est sans doute celle qui se déroule aujourd'hui en Chine. Mon intérêt pour la question du prélèvement forcé d'organes en Chine est né après avoir parrainé le projet sur le don d'organes avec option de refus, qui fait désormais partie de la législation britannique. J'étais d'avis que, si nous demandions au public britannique d'avoir pleinement confiance dans notre système de clauses d'exclusion du don d'organes, il était essentiel que sa base éthique soit assurée et supervisée par une inspection et une réglementation rigoureuse. Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois du prélèvement forcé d'organes en Chine, le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers de conscience, j'ai été horrifié. Le don d'organes est un acte précieux qui permet de sauver une vie, mais le prélèvement forcé d'organes est un meurtre à des fins commerciales et sans aucun doute l'un des pires crimes. L'article 3, sous-section 2 de la Déclaration universelle sur la lutte et la prévention du prélèvement forcé d'organes stipule le meurtre de prisonniers vulnérables dans le but de prélever et de vendre leurs organes à des fins de transplantation constitue une violation flagrante et intolérable du droit fondamental à la vie. Mon projet de loi sur le tourisme d'organes et l'exposition de cadavres, qui a fait l'objet d'une deuxième lecture le 16 juillet de cette année, sert à empêcher les citoyens britanniques d'être complices du prélèvement forcé d'organes en modifiant la loi sur les tissus humains pour en faire en sorte que les citoyens britanniques ne puissent pas se rendre dans des pays tels que la Chine pour y subir des transplantations d'organes, pour mettre un terme au terrible cirque itinérant des expositions de corps qui s'approvisionnent en cadavres en Chine. Je viens de Birmingham, où, en 2018, une exposition intitulée Real Bodies par Imagine Exhibitions a été présentée au National Exhibition Center. Elle consistait en de véritables cadavres et parties de corps qui avaient subi un processus de plastination par lequel du silicone est injecté dans les tissus du corps pour créer des mannequins plus vrais que nature, ou des corps plastinés. L'exposition annonçait qu'elle utilisait de véritables spécimens humains qui ont été respectueusement préservés pour explorer les mécanismes internes complexes de la forme humaine dans un style rafraîchissant et stimulant. En creusant un peu plus, cependant, on s'aperçoit que ces corps et parties de corps humains décédés sont des corps non réclamés, sans document d'identité ni consentement, provenant de Dalian Ofen Biotech à Dalian, en Chine. Par ailleurs, le camp de travail de Dalian, de 1999 à 2013, était notoirement connu pour les graves tortures infligées aux pratiquants de Falun Gong. L'exploitation commerciale de parties de corps, sous toutes ses formes, est assurément contraire à l'éthique et peu recommandable. Lorsqu'elle est associée à un massacre de masse par un État autoritaire, nous ne pouvons pas rester indifférents. En 2019, le China Tribunal, dirigé par Sir Geoffrey Nice QC, a déclaré « Les membres du tribunal sont certains, à l'unanimité, et sûrs, au-delà de tout doute raisonnable, qu'en Chine,
le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers de conscience a été pratiqué pendant une période substantielle impliquant un très grand nombre de victimes. Les pratiquants de Falun Gong ont été une et probablement la principale source. Laissez-moi reprendre ce paragraphe. Les membres du tribunal sont certains, à l'unanimité, et sûrs, au-delà de tout doute raisonnable, qu'en Chine, le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers de conscience a été pratiqué pendant une période substantielle, impliquant un très grand nombre de victimes. Les pratiquants de Falun Gong ont été une, et probablement la principale source d'approvisionnement en organes. En ce qui concerne les Ouïghours, le tribunal avait des preuves de tests médicaux à une échelle qui pourrait les promettre, entre autres utilisations, à devenir une banque d'organes. La Chine a toujours nié ces affirmations, les qualifiant de rumeurs, et l'Organisation mondiale de la santé n'a cessé d'abonder dans ce sens. Le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré que l'OMS partageait son point de vue selon lequel la Chine mettait en œuvre un système de transplantation d'organes éthique et volontaire, conforme aux normes internationales, bien qu'elle ait des préoccupations quant à la transparence globale. Cependant, il a été révélé par le gouvernement britannique en 2019 que l'évaluation de l'OMS est basée sur la propre auto-évaluation de la Chine. L'OMS n'a pas procédé à sa propre évaluation du système de transplantation d'organes de la Chine. Elle ne dispose pas d'un mécanisme d'évaluation de la conformité par des experts indépendants pour en réaliser une. Au fil des ans, les preuves de prélèvement forcé d'organes n'ont cessé de s'accumuler et des dénonciateurs se sont manifestés. L'ensemble de preuves devient vaste, y compris une analyse statistique détaillée des transplantations et des dons, de nombreuses conversations téléphoniques enregistrées sous couverture, des déclarations juridiques et politiques, et la pratique du gouvernement et du parti, des publicités, des admissions de personnel universitaire et militaire, et un grand nombre de témoignages personnels très courageux. Plus récemment, d'autres témoignages ont été entendus au cours du tribunal ouïghour, notamment celui de Sairagul Sawitbay, qui a déclaré lors des audiences de juin avoir découvert des dossiers médicaux détaillant les groupes sanguins des détenus ouïghours et les résultats de tests hépatiques, alors qu'elle travaillait dans un camp ouïghour. Ethan Gutmann, chargé de recherche principale à la Fondation du Mémorial des victimes du communisme, a parlé de ses récents rapports sur le prélèvement forcé d'organes sur les Ouïghours et d'autres minorités ethniques au Xinjiang, y compris ses entretiens avec des témoins, les corridors de voies rapides pour les organes humains dans les aéroports d'Urumqi et Kashgar, et la construction de vastes crématoriums dans toute la région. En juin de cette année, 12 experts de procédure spéciale des Nations Unies ont soulevé la question du prélèvement forcé d'organes auprès du gouvernement chinois, répondant à des informations crédibles selon lesquelles des pratiquants de Falun Gong, des Ouïghours, des Tibétains, des musulmans et des chrétiens sont tués pour leurs organes en Chine. J'ai toujours pensé que le gouvernement britannique pourrait être un puissant défenseur de la fin de ces pratiques, mais aussi que nous devrions mettre de l'ordre dans notre propre maison et combler les lacunes actuelles de la législation sur les tissus humains. Actuellement, la législation sur les tissus humains couvre la transplantation d'organes au Royaume-Uni. Mais pas les citoyens britanniques qui se rendent à l'étranger pour une transplantation. Et l'argent des contribuables britanniques paie les médicaments anti-rejet, quelle que soit la provenance de l'organe ou qu'il ait été prélevé sur des prisonniers d'opinion. Selon le registre britannique NHS Blood and Transplant, entre 2010 et juillet 2020, il y a eu 29 cas de patients suivis au Royaume-Uni après avoir reçu une transplantation en Chine. La loi de 2004 sur les tissus humains prévoit des exigences strictes en matière de consentement et de documentation pour les tissus humains provenant du Royaume-Uni. Mais elle ne restreint pas les tissus humains importés de cette manière. Elle est simplement consultative. Mon projet de loi vise à modifier la loi sur les tissus humains de 5 façons.
Premièrement, il interdirait à un citoyen britannique de voyager en dehors du Royaume-Uni et de recevoir tout organe contrôlé aux fins d'une transplantation lorsque le donneur d'organes ou le plus proche parent du donneur d'organes n'a pas donné son consentement libre, éclairé et spécifique. Deuxièmement, il interdirait à un citoyen britannique de voyager. Deuxièmement, il interdirait à un citoyen britannique de voyager hors du Royaume-Uni et de recevoir tout organe contrôlé à des fins de transplantation. Lorsqu'un donneur vivant ou un tiers reçoit un gain financier ou un avantage comparable, ou s'il s'agit d'un donneur décédé, lorsqu'un tiers reçoit un gain financier ou un avantage comparable. Troisièmement, elle prévoit que les infractions visées à l'article 32 de la loi de 2004 sur les tissus humains soient punissables, même si l'infraction n'a pas eu lieu au Royaume-Uni, si la personne a un lien étroit avec notre pays. Quatrièmement, elle prévoirait des réglementations pour les dossiers identifiant les patients et un rapport annuel par le NHS Blood and Transplant sur les cas de citoyens britanniques bénéficiant de procédures de transplantation en dehors du Royaume-Uni. Enfin, elle prévoirait que les corps importés exposés soient soumis aux mêmes exigences de consentement que ceux provenant du Royaume-Uni. L'article 4 de la Déclaration universelle sur la lutte et la prévention du prélèvement forcé d'organes dit « Tous les gouvernements doivent combattre et prévenir le prélèvement forcé d'organes en prévoyant l'incrimination de certains actes et faciliter les poursuites pénales contre le prélèvement forcé d'organes, tant au niveau national qu'international. Nous devons agir au niveau international et au Royaume-Uni, afin de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher cette pratique odieuse. Mon projet de loi nous fait faire un petit pas en avant, et je suis heureux de pouvoir vous expliquer ceci. Merci. Merci, Lord Hunt, pour vos actes inspirants, et nous espérons que votre projet de loi sera bientôt adopté. Le docteur Abraham Mathai, originaire d'Inde, est un réformateur social reconnu, un philanthrope de cœur et le fondateur de la Fondation Harmonie en Inde. Il encourage les réformateurs sociaux et les organisations du monde entier à faire en sorte que chaque être humain, chaque personne ordinaire bénéficie d'une plateforme, d'un soutien, d'un recours et d'une résolution équitable de ces problèmes. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Dr Mathai. Je voudrais tout d'abord remercier DAFO, Doctors Against Forced Organ Harvesting, et son dynamique directeur exécutif, le Dr Thorsten Trey, de me donner l'occasion de m'exprimer à cette conférence. La Journée internationale des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Il est tout à fait approprié de commémorer cette journée en affirmant l'égalité de la dignité et des droits de chaque être humain dans ce monde et de faire le point sur notre situation en tant que peuple mondial, responsable les uns envers les autres dans la fraternité, en tant que gardiens de nos frères. N'oublions pas que la Journée internationale des droits de l'homme est célébrée chaque année le même jour où l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les terribles atrocités de la Seconde Guerre mondiale avaient fait des droits de l'homme une priorité. Cette année 2021 est le 73e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. De nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l'homme ont programmé des événements spéciaux pour commémorer cette journée. Il est donc approprié pour DAFO de coordonner ce symposium mondial pour la juste cause dans la conscience urgente de son objectif premier tel qu'indiqué dans sa dénomination. N'oublions pas que la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la dignité inhérente et l'égalité des droits inaliénables pour tous les membres de la famille humaine comme le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Tous les États sont parvenus à une compréhension commune, s'étant engagés à promouvoir le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui est de la plus haute importance pour la pleine réalisation de cet engagement.
La déclaration de 1948, qui contient un large éventail de droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels, n'est pas un document contraignant. Elle a inspiré plus de 60 traités relatifs aux droits de l'homme qui constituent ensemble une norme internationale des droits de l'homme. Président fondateur de la Harmony Foundation, cette fondation a été créée en 2005 pour établir une harmonie sociale communautaire entre les différentes communautés, classes et castes et lutter pour la dignité essentielle et les droits de chaque être humain sans discrimination de religion, de caste, de croyance, de région d'origine ou de genre. Je suis honoré d'avoir l'opportunité de prendre la parole à l'occasion de cet événement important. Le travail de Harmony Foundation est axé sur la lutte pour les droits et la dignité essentielle des plus démunis d'entre nous, en s'inspirant de la vie et de l'héritage de la protectrice Mère Teresa, dont nous nous efforçons de faire vivre la mémoire, les actions et la reconnaissance que nous lui portons. En sa mémoire, nous organisons chaque année les Mother Teresa Memorial Awards, qui célèbrent un travail mondial exceptionnel dans le domaine de la justice sociale. Et tandis que nous nous engageons dans l'activisme de par le monde et que nous demandons des comptes parmi les principales nations en développement, y compris la Chine, qui abrite la plus grande population au monde et qui dispose également d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous pensons que les plus éminents d'entre nous doivent être soumis à une plus grande surveillance en matière de droits de l'homme. Il appartient donc à la Chine non seulement d'agir, mais aussi d'être perçu comme agissant de manière responsable, alors que nous abordons la question du prélèvement forcé d'organes. Récemment encore, Harmony Foundation a interpellé la Chine en termes forts pour son rapprochement avec les talibans, demandant instamment à la communauté internationale de sortir de son sommeil de complaisance et de confronter la Chine à son hypocrisie flagrante à l'égard des talibans, dont la cause déclarée est d'être anti-anarchiste, tout en terrorisant brutalement les Ouïghours et les communautés minoritaires musulmanes, Rouï, qui leur sont proches de par leurs pratiques religieuses. Nous avons également attiré l'attention sur les rapports selon lesquels plus d'1 million de musulmans ouïghours de la province du Xinjiang ont disparu dans les oubliettes des camps d'internement établis par le gouvernement chinois et, avec les pratiquants de Falun Gong, sont également soupçonnés d'être les victimes d'un trafic d'organes organisé par l'État. Selon les médias, le Comité des Nations Unies contre la torture et le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture ont exprimé leur inquiétude face aux allégations de prélèvement d'organes sur des prisonniers et ont appelé le gouvernement de la République populaire de Chine à prendre ses responsabilités, accroître la transparence de son système de transplantation d'organes et punir les responsables d'abus. Le gouvernement de la République populaire de Chine n'a pas rendu compte de manière adéquate de l'origine des organes lorsque Manfred Novak, l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, lui a demandé des informations. La Chine serait ainsi le seul pays au monde à utiliser systématiquement des organes de prisonniers lors de transplantation. Le prélèvement et le trafic d'organes sur des prisonniers condamnés violent tous les principes de l'éthique médicale, en plus de propager des abus à grande échelle et de graves violations des droits de l'homme. Les allégations en rapport avec cette entreprise diabolique sont souvent impossibles à vérifier. Le travail d'organisations telles que DAFO est donc louable pour dénoncer ce phénomène, même au risque d'atteinte à la sécurité personnelle. Pour l'essentiel, cependant, le trafic d'organes a lieu dans les hôpitaux où il existe des pratiques médicales corrompues. Le trafic international d'organes est un gros business. L'Organisation mondiale de la santé définit le trafic d'organes comme une transplantation commerciale, lorsque le profit est au rendez-vous ou que la transplantation a lieu en dehors des systèmes médicaux nationaux. La plupart des cas impliquent des pauvres, des indigents et des personnes vulnérables qui sont prêts à se séparer d'un organe pour de l'argent. Le tourisme de transplantation prospère dans les endroits où les autorités sont faibles, où les indigents économiquement faibles deviennent des réserves d'organes pour les personnes riches et puissantes. Malgré le développement progressif d'un système de don d'organes volontaires, l'information continue d'affluer concernant de graves violations des droits de l'homme dans l'obtention d'organes à des fins de transplantation, engendrant ainsi le recours au trafic de personnes pour leurs organes. La traite des êtres humains à des fins de prélèvement d'organes se fait en grande partie par la tromperie, la fraude, un jeu de pouvoir et des conditions de dénuement. Les conséquences sont durables et leur santé est compromise de façon permanente. Il s'agit d'une violation inhumaine à tant de niveaux qu'elle devrait nous pousser à agir de toute urgence. Ainsi, le commerce illégal d'organes humains implique sans aucun doute l'exploitation des plus pauvres et constitue une violation flagrante de leurs droits humains fondamentaux. La clause relative aux dons altruistes dans la loi sur la transplantation d'organes a été fréquemment exploitée de manière non éthique, ce qui constitue
constitue une violation des droits de l'homme. Étant donné que tous les États ne se sont pas encore acquittés de leur obligation de reconnaître la traite des personnes à des fins de prélèvement d'organes, également connue sous le nom de TPRO, comme il s'agit d'une violation des droits de l'homme, la plupart des victimes ne sont ni identifiées ni reconnues comme des victimes de la traite et ne bénéficient pas non plus d'une assistance, de recours ou d'un accès à la justice. Le trafic d'organes peut être considéré comme l'un des crimes les plus cruels et les plus sinistres au monde. En tant que tel, il exige une approche basée sur les droits de l'homme dans l'analyse et la réponse à ce problème en plaçant la victime au centre des initiatives visant à combattre l'augmentation de cette pratique. La Déclaration universelle des droits de l'homme devrait également être modifiée et adaptée afin de répondre efficacement à ce problème de prélèvement et de trafic d'organes qui semblerait se produire en Chine à très grande échelle. Des mesures devraient également être mises en place pour lutter efficacement contre cette pratique en pénalisant lourdement les personnes qui y participent afin de dissuader sa poursuite. Les activistes qui luttent contre le prélèvement et le trafic d'organes devraient se rallier à des groupes et organisations renommés comme DAFO qui mènent campagne pour donner du poids à leur cause et qui dénoncent ce commerce. Le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, devrait être la plateforme de mobilisation pour mettre fin au prélèvement forcé et au trafic d'organes, qui constitue une violation flagrante des droits de l'homme et la poursuite de l'esclavage qui a été interdit au XIXe siècle. Une campagne agressive devrait également être lancée pour que la Chine soit soumise à des sanctions et même mise au banc de la communauté internationale jusqu'à ce qu'elle interdise le prélèvement et le trafic d'organes à l'intérieur de ses frontières et parmi ses partenaires commerciaux. Le soutien ouvert apporté par les Chinois à la récente invasion de l'Afghanistan par les talibans prouve sans aucun doute que la Chine n'a aucune limite pour son propre profit, même jusqu'à afficher ouvertement son hypocrisie. Comment justifier autrement le fait que la Chine, d'une part, arrête les musulmans pour avoir laissé pousser leur barbe en Chine et d'autre part se déclare amoureuse de la barbe des talibans. Plus précisément, les pratiquants du Falun Gong sont la cible de cette atrocité odieuse qu'est le trafic d'organes sous les yeux aveugles du monde entier depuis plus de 2 décennies. Comment puis-je tolérer cette atrocité organisée tout en continuant à défendre les droits et la dignité de tous les humains et le droit à la vie de tous les citoyens du monde? La question se pose aussi pour les Nations Unies. Je termine donc en demandant instamment et sans équivoque l'adoption de la nouvelle Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes initiée par DAFO afin de combler les lacunes que le document de 1948 de la Déclaration universelle n'a pas été en mesure de faire et mettre fin au prélèvement forcé d'organes à grande échelle sur des personnes vivantes avec un appel spécifique à la responsabilité de la Chine. Merci à vous. Merci, Dr Mathai, pour votre engagement fort en faveur des causes des droits de l'homme et pour avoir fait tout ce qui était possible pour soutenir les personnes et les organisations vertueuses. L'énergie que vous déployez pour inciter toutes les démocraties, institutions et ONG du monde entier à lutter contre les violations des droits de l'homme est une source d'inspiration. Erping Zhang, un pratiquant de Falun Gong, a fortement contribué à révéler les violations des droits de l'homme contre le Falun Gong en Chine et à l'étranger. Il expliquera comment les pratiquants de Falun Gong dans le monde entier ont mis en place un mouvement international pour avertir l'humanité des dangers du Parti communiste chinois. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, M. Erping Zhang. Merci de m'avoir invité à cette conférence. Il y a 2 ans, le monde a été choqué par des images de drones montrant des détenus ouïghours aux yeux bandés, enfermés dans un camp de travail au Xinjiang. Ces images ont réveillé le monde sur la véritable nature du Parti communiste chinois, ou PCC. Son mépris pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales et de la menace qu'il fait peser sur le reste du monde. Tragiquement, cette forme de répression et d'autres encore a été utilisée contre les pratiquants de Falun Gong dans toute la Chine. Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une discipline méditative et spirituelle ancestrale de l'école de Bouddha. Elle consiste en 5 séries d'exercices de méditation douce et en une philosophie morale centrée sur les principes de vérité, de compassion et de tolérance. Après sa présentation au public en 1992, des représentants du gouvernement ont fait l'éloge des Falun Gong pour les économies en dépenses de santé qu'ils permettaient de faire pour le gouvernement grâce à ses bienfaits pour la santé et pour avoir stabilisé une société chinoise
chinoise qui voyait la disparité sociale augmenter grâce à ses enseignements centrés sur la morale. Cependant, le leader du PCC de l'époque, Jiang Zemin, craignait que cette pratique ne devienne une concurrence idéologique pour le parti en raison de sa popularité, de son indépendance et de son contenu spirituel traditionnel. En juillet 1999, le PCC a lancé une campagne de persécution pour éradiquer le Falun Gong qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Avec 70 à 100 millions de pratiquants en 1999, le Falun Gong est le groupe le plus important que le PCC ait essayé d'éliminer. Aujourd'hui encore, après 2 décennies de persécutions brutales, Freedom House estime qu'entre 7 et 20 millions de personnes en Chine pratiquent encore le Falun Gong dans la clandestinité. Notre propre estimation se situe entre 20 et 40 millions de personnes. L'élimination du Falun Gong est une priorité absolue du PCC depuis plus de 2 décennies. Les méthodes employées par le parti État pour contraindre les pratiquants de Falun Gong sont plus qu'horribles. Le rapporteur spécial sur la torture des Nations Unies a estimé en 2006 que 66% des cas de torture signalés dans les centres de détention chinois concernaient des pratiquants de Falun Gong. Le nombre confirmé de décès dus à la torture et aux abus en détention s'élève aujourd'hui à plus de 4700, mais le nombre réel serait bien plus élevé. Ce qui est encore plus horrible, c'est la pratique approuvée par l'État du prélèvement forcé d'organes sur les pratiquants de Falun Gong. En réponse à ces persécutions, les pratiquants de Falun Gong ont lancé le plus grand mouvement de résistance pacifique de l'histoire moderne de la Chine. Depuis les sous-sols et les arrière-salles des maisons de toute la Chine, les pratiquants de Falun Gong produisent et distribuent des brochures et des DVD pour dénoncer les mensonges et les crimes du PCC. Ils distribuent également des copies gratuites de logiciels de contournement de la censure sur Internet qui ont permis à des millions de Chinois de contourner le grand pare-feu et de voir au-delà des caches de la censure autoritaire. Ces efforts ont eu un impact profond sur la société chinoise et ont encouragé plus de 300 millions de Chinois à se retirer du PCC ou de ses organisations affiliées. Les conséquences des violations des droits de l'homme commises par le PCC dépassent les frontières de la Chine. Outre la question bien connue du travail forcé, l'éthique de la transplantation d'organes devrait préoccuper le monde libre. De nombreux receveurs d'organes prélevés de force sur des pratiquants de Falun Gong ne sont en fait pas originaires de Chine et comme les pays subventionnent leurs frais de santé pour leur rétablissement après la transplantation, ils peuvent agir sans le savoir comme des complices aux crimes contre l'humanité perpétrés par le PCC. En d'autres termes, les violations des droits de l'homme en Chine et l'inaction de la communauté internationale ont des conséquences matérielles pour l'Occident, moralement et socialement. Le monde libre doit prêter attention à la situation des droits de l'homme en Chine et agir en conséquence, car aider ces personnes persécutées profitera finalement au monde entier. Nous recommandons aux gouvernements occidentaux de faire un effort conscient pour distinguer le Parti communiste chinois du peuple chinois dans leurs déclarations publiques, car ils représentent souvent des intérêts opposés. De cette façon, lorsque les pays occidentaux critiquent les résultats du PCC en matière de droits de l'homme, le PCC ne peut pas se cacher derrière le peuple chinois et accuser les critiques d'être anti-chinois. Nous recommandons également que l'UE et les États-Unis apportent un soutien financier supplémentaire aux outils informatiques permettant de contourner le blocus Internet de la Chine. Cela contribuera à encourager la liberté d'information et permettra au peuple chinois de voir au-delà du grand pare-feu. Dans chaque ère historique, il y a un moment décisif qui fait appel à la conscience et à la dignité humaine pour rendre ce monde meilleur. Ancien ambassadeur des États-Unis en Hongrie et cofondateur de la National Endowment for Democracy, Mark Palmer a déclaré « Le Falun Gong est à mon avis le plus grand mouvement spirituel en Asie aujourd'hui. Il n'y a rien qui puisse lui être comparé en termes de courage et d'importance. Malgré la situation critique des pratiquants de Falun Gong en Chine, comme l'a dit Aristote, c'est dans nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer sur la recherche de la vérité. Avec l'histoire de notre côté et avec le soutien de tant de personnes au grand cœur, comme celles qui participent à l'événement d'aujourd'hui, nous avons bon espoir que le jour arrive bientôt où la plus grande tyrannie communiste prendra fin. Merci. Je vous remercie, M. Zhang, de nous donner des précisions sur la situation du Falun Gong. Après plus de 22 ans de persécution, nous devons reconnaître que la communauté internationale n'a pas réussi à traiter de manière adéquate cette violation des droits humains fondamentaux et de la libre pratique spirituelle.
En tant qu'humanité, nous devons nous demander si le prélèvement forcé d'organes sur des pratiquants de Falun Gong vivants en Chine ne nous émeut pas, que faut-il de plus pour nous émouvoir et demander la fin complète de la persécution du Falun Gong et des autres prisonniers de conscience en Chine? Le docteur Lucica Humnuc est la présidente de la Société roumaine indépendante des droits de l'homme. Elle a survécu au sévère régime communiste en Roumanie et a depuis travaillé en étroite collaboration avec l'ONU pour aider les réfugiés et les victimes de la torture en Roumanie. Le docteur Humnuc présentera son point de vue unique sur les institutions internationales confrontées au prélèvement forcé d'organes dans la Chine répressive. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Lucica Humnuc. La journée des droits de l'homme du 10 décembre 2021 marque le 73e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies. Pour répondre aux défis mondiaux d'inégalité sans précédent dans le sillage de la pandémie Covid-19, le secrétaire général des Nations unies a déclaré qu'un nouveau contrat social pour une nouvelle ère était nécessaire. Dans ce contexte, en 2021, le thème des campagnes est axé sur l'égalité, réduire les inégalités, promouvoir les droits de l'homme et l'article 1 de la Déclaration « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». La Déclaration a été adoptée en 1948 et est le résultat des expériences négatives de la Seconde Guerre mondiale. Immédiatement après la fin de cette guerre et la création de l'ONU, la communauté internationale a ressenti le besoin d'une protection efficace contre l'éventualité d'une répétition de telles atrocités. Et les dirigeants mondiaux de l'époque ont décidé de rédiger un document garantissant les droits de chaque être humain où qu'il se trouve. Le problème sous-jacent de la déclaration était l'absence d'un mécanisme clair de mise en œuvre. C'est pourquoi la Commission des droits de l'homme a envisagé de préparer une charte internationale des droits en complétant la déclaration par deux instruments juridiquement contraignants, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits sociaux, culturels et économiques. La déclaration est reconnue comme faisant partie du droit international coutumier universel et constitue la clé des réformes à tous les niveaux de représentation internationale, régionale et nationale, dans le respect du caractère universel, inaliénable et indivisible de l'ensemble des droits de l'homme, politiques, civils, sociaux, économiques, culturels. René Cassin, qui a représenté la France lors de la finalisation du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a comparé la déclaration au portique ou porche d'entrée d'un temple grec classique avec une fondation, des marches et 4 colonnes surmontées d'un fronton triangulaire au sommet. Cassin a considéré les articles 1 et 2, les blocs de fondation, les principes fondamentaux de dignité, d'égalité, de liberté et de solidarité. Le préambule, qui explique pourquoi la déclaration est nécessaire, constitue les marches. Les articles 3 à 27 sont 4 piliers. D'abord les droits fondamentaux de l'individu, ensuite les droits civils et politiques, puis les libertés spirituelles, publiques et politiques. Le 4e pilier est consacré aux droits sociaux, économiques et culturels. Les articles 28 à 30, qui font référence aux devoirs de l'individu envers la société et à l'interdiction de privilégier certains droits au détriment d'autres, ou en contradiction avec les objectifs de l'ONU, forment le fronton triangulaire du temple grec de Cassin. En 1948, les 30 articles ont été conçus comme une protection globale de l'être humain. Cependant, l'histoire récente a montré qu'il y a eu des obstacles à la pleine protection des droits de l'homme lors de crises humanitaires majeures causées par les politiques destructrices des régimes totalitaires, les conflits interethniques, le terrorisme, le trafic de drogue
la traite des êtres humains, ainsi que le prélèvement forcé et le trafic d'organes humains. La décision infâme prise après la Seconde Guerre mondiale de transférer les pays d'Europe centrale et orientale sous la garde de l'URSS a permis le développement d'un régime atroce, fondé sur l'idéologie marxiste-léniniste et dirigé contre tous les principes et normes inclus dans la déclaration. J'ai fait l'expérience du communisme totalitaire en Roumanie, à une époque de ma vie où le développement individuel de toute jeune personne était marqué par la doctrine du parti unique comme appareil d'oppression de toute opinion opposée. J'ai vu et ressenti le communisme chez moi. Je me permets de parler de ce sujet parce que la Roumanie avait l'appareil totalitaire le plus dur et le plus durable, qui n'a pu être renversé que par une révolte populaire sanglante et le sacrifice de ceux qui ont perdu la vie. Dans aucun pays d'Europe centrale et orientale, le système totalitaire communiste n'a eu plus de longévité et d'intensité qu'en Roumanie, où il a maintenu sa position de domination absolue sur la société, l'économie et la culture. En 2000 et 2004 et de 2012 à 2015, les gouvernements roumains ont réactivé les relations bilatérales controversées entre la Roumanie et la Chine. Au cours de ces périodes, la persécution des pratiquants de Falun Gong en Roumanie s'est intensifiée et ils ont fait l'objet d'intimidations, d'expulsions et de refus d'accès aux lieux publics où ils pratiquaient, d'enquêtes et d'amendes. La plupart du temps, la voiture de police dans laquelle ils étaient emmenés pour enquête se transformait en salle de torture mentale et physique. La relance des relations roumano-chinoises a également entraîné une sélection rigoureuse des journalistes accrédités lors des visites officielles chinoises en Roumanie. À l'heure où la souffrance des personnes sous le contrôle de dictateurs a atteint des limites indescriptibles, des mesures concrètes devraient être prises à l'encontre des États qui se cantonnent aisément au communisme. Cependant, de nombreux pays se sont perfectionnés dans le contournement des principes éthiques de la protection des droits de l'homme. Je pense qu'un rôle particulier dans l'éradication des pratiques criminelles des gouvernements totalitaires devrait être assumé par les États d'Europe centrale et orientale auxquels l'histoire a donné le rôle de témoins et de survivants et qui devraient assumer leur mandat honorifique. Dans le cadre de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, les pays post-communistes d'Europe centrale et orientale doivent agir sous le réflexe de la mémoire collective pour initier des actions de coalition diplomatique afin de sanctionner les pratiques totalitaires dans n'importe quel coin du monde, les mêmes partout et à tout moment. Retrouver la mémoire nous aide à identifier les responsabilités qui sont indispensables au fonctionnement de tout système démocratique. Malheureusement, depuis 1989, les pays post-communistes d'Europe centrale et orientale sont restés bloqués dans le traditionnel syndrome d'amnésie alors qu'ils auraient dû condamner sans équivoque leurs propres tortionnaires. Dans le monde, plus de 100 millions de personnes ont été victimes du système communiste et ce chiffre est aujourd'hui en forte augmentation. Le côté sombre du communisme offre un aperçu du désastre des civilisations et de la perte de la notion même d'humanité. Le communisme a étouffé les pays d'Europe centrale et orientale où, en règle générale, l'appareil politique identifiait l'ennemi et les services secrets étaient chargés de l'anéantir par la détention, la torture et l'exécution. Je veux partager avec vous que, en tout lieu et à tout moment, le communisme est et sera toujours une construction utopique qui transforme l'individu en un simple rouage de l'immense machinerie du parti unique et que le totalitarisme est un régime qui nie les droits de l'homme et subordonne l'individu à ses intérêts. Ceci étant dit, tournons-nous maintenant vers la Chine.
L'absence d'une position ferme de la part des États membres de l'ONU et le fait que la région Asie-Pacifique ne dispose pas d'un système régional de protection des droits de l'homme rendent possible la privation arbitraire de liberté, la torture et la peine de mort. Sous couvert d'assumer la liberté d'autogestion, la Chine reste une forteresse dans laquelle le rapport aux droits de l'homme préjuge d'un statut social, une variante criminelle révélée par un petit nombre de témoins et très peu de survivants de la persécution constamment dirigée contre les pratiquants de Falun Gong, les musulmans et les chrétiens. La privation arbitraire de liberté de ces segments de la population dans des centres de détention et des camps, des hôpitaux fortifiés contenant un mélange de formes culturelles, permet aux tortionnaires la mobilité des pratiques d'extermination par la torture, le prélèvement d'organes sur des êtres vivants, le meurtre sans procès et sans responsabilité. Selon certains spécialistes, la persécution du Falun Gong, qui dure depuis plus de 2 décennies, y compris le prélèvement forcé d'organes, répond aux critères de ce que l'on appelle un génocide froid, c'est-à-dire un génocide qui se déroule de manière si secrète et si lente qu'il n'est pas perçu comme tel par la communauté internationale. L'éradication organisée par l'État du groupe spirituel Falun Gong par le biais de la sécurité extrajudiciaire, le bureau 610, est l'une des violations les plus graves de la déclaration au XXIe siècle. La Chine a habilement contourné le système d'alerte international de la communauté internationale, mais les entretiens avec les victimes montrent qu'il y a des centaines de milliers de personnes persécutées chaque jour. Ainsi, en 20 ans, un mécanisme de destruction humaine s'est formé qui désormais se perpétue. Récemment, des organismes internationaux et européens ont réagi officiellement pour trouver des solutions afin de mener des inspections et des enquêtes indépendantes sérieuses sur la persécution et le prélèvement forcé d'organes sur les pratiquants de Falun Gong, le segment de la population qui constitue la plus grande source de profit pour les tortionnaires en Chine. Le prélèvement forcé et le trafic illégal d'organes humains devraient figurer à l'ordre du jour permanent des organismes internationaux et régionaux et constituer une priorité pour chaque État afin de marginaliser et de sanctionner l'État chinois. En réponse aux crimes commis par le Parti communiste chinois, PCC, au cours des 20 dernières années, le China Tribunal, un tribunal populaire indépendant basé à Londres, a été créé en 2019, composé d'experts indépendants. Le tribunal a été présidé par Sir Geoffrey Nice, qui a précédemment dirigé les poursuites contre l'ancien président yougoslave Slobodan Milosevic au tribunal pénal international de La Haye. Dans son jugement préliminaire de 2019, le China Tribunal a déclaré que le régime chinois continue de tuer des prisonniers de conscience et de vendre leurs organes à des fins lucratives et a également déclaré la Chine État criminel, l'accusant de tolérer et de cautionner le prélèvement forcé d'organes depuis plus de 20 ans. Le tribunal a conclu que les adeptes de la pratique spirituelle Falun Gong étaient l'une des principales sources d'organes humains et a décrit le prélèvement forcé d'organes comme la plus grande violation possible des droits de l'homme d'une personne. Il y a quelques jours à peine, le 29 novembre, la Commission des droits de l'homme du Parlement européen a organisé un groupe de travail au cours duquel des présentations ont été faites et des conclusions ont été tirées sur la situation du prélèvement forcé d'organes sur des êtres vivants condamnés à la détention arbitraire dans des camps chinois. Les parlementaires européens ont noté que ce phénomène criminel sans précédent nécessiterait la nomination d'un rapporteur spécial indépendant tant au niveau de l'Union européenne que des Nations unies.
Ils ont conclu en déclarant que la détention arbitraire et l'emprisonnement dans des camps de diverses catégories de personnes appartenant à des minorités ethniques, confessionnelles et religieuses, des opposants politiques au système totalitaire chinois, ainsi que le prélèvement forcé d'organes sur des êtres humains et leur vente sur le marché noir constituent la pire violation des droits de l'homme du XXIe siècle. Les parlementaires européens se sont également engagés à suivre ce dossier déjà constitué et à le porter à l'attention des sessions de mars et juillet 2022 afin d'établir des sanctions concrètes. Cet automne, un sommet mondial sur la lutte et la prévention des prélèvements forcés d'organes a réuni des experts internationaux dans des domaines de l'éthique médicale, de la justice, des droits de l'homme, de la liberté religieuse, ainsi que des témoins des horreurs commises dans les camps d'extermination chinois. Le dernier jour du sommet, la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes a été initiée afin de mobiliser la communauté internationale pour qu'elle agisse afin de mettre fin au prélèvement forcé d'organes sur les personnes détenues arbitrairement pour des raisons politiques et religieuses en Chine. Alarmés par les allégations de prélèvement d'organes, les experts des droits de l'homme de l'ONU ont appelé la Chine à répondre rapidement à ces allégations et à autoriser une surveillance indépendante par les mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme. Ils ont également été profondément préoccupés par les informations faisant état d'un traitement discriminatoire des prisonniers ou des détenus en raison de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leurs convictions. Un autre mécanisme concernant les droits de l'homme de l'ONU a souligné les inquiétudes suscitées par la pratique du prélèvement d'organes sur des prisonniers appartenant à une minorité religieuse particulière. Malgré la mise en place progressive d'un système de dons d'organes volontaires, des rapports faisant état de graves violations des droits de l'homme dans le cadre du prélèvement d'organes pour des transplantations en Chine continuent d'apparaître, ont déclaré les experts de l'ONU. La Chine rejette systématiquement les recommandations du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le cadre de la procédure d'examen périodique universelle visant à respecter le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé, le libre accès à la justice, la liberté d'opinion, les garanties des droits religieux, etc. La Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur la récente Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. Considérée par nous comme un appel à l'action collective, cette déclaration marque un tournant dans la compréhension du besoin urgent d'un mécanisme international indépendant de surveillance et de rapport sur la situation des droits de l'homme en Chine. Au XXIe siècle, le prélèvement forcé d'organes sur des personnes vivantes n'est en aucun cas un simple problème national, mais un problème d'humanité. La déclaration que toutes les organisations et tous les individus du monde entier sont invités à signer conjointement est un outil permettant de mettre un terme à la brutalité du PCC. En tant que co-signataire de la déclaration, CIRDO exprime son intérêt à déclencher une action résolue de la part des décideurs du monde entier pour arrêter et prévenir les pratiques illicites qui portent atteinte à la vie et à l'intégrité humaine au bénéfice d'intérêts particuliers. Une réalisation prospective de l'évaluation devrait inciter la Chine à procéder à l'autodénonciation. En conclusion, il ne faut pas oublier que contre toutes les données convaincantes présentées depuis 20 ans, les témoignages et les preuves existantes, le meilleur allié de la dictature chinoise était et reste le silence. Nous pensons qu'au cours des 73 années qui se sont écoulées depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
La Chine a perdu sa place parmi les pays luttant pour la protection des droits de l'homme, restant captive de l'opinion exprimée par ses fonctionnaires, selon laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme reflète exclusivement de simples idées occidentales. Le 10 octobre 1968, 20 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celui qui a été appelé le père de la Déclaration, René Cassin, a reçu le prix Nobel de la paix. En recevant ce prix, Cassin a déclaré « Je suis très heureux », mais il a ajouté « Je serais plus heureux s'il y avait un peu plus de justice dans le monde ». Nous souscrivons à l'espoir qu'il y ait plus de justice dans le monde et que de nombreux pays mettent en œuvre la Déclaration universelle des droits de l'homme et maintenant, avec les preuves indéniables, rejoignent la Déclaration universelle sur la lutte et la prévention du prélèvement forcé d'organes. Merci d'avoir partagé vos expériences personnelles dans l'ancienne Roumanie communiste. Le silence est en effet l'ennemi des persécutés. Nous vous remercions également de nous avoir rappelé l'expérience des républiques tchèques et lituaniennes. Ces pays restent des exemples de la manière dont les anciens pays communistes peuvent progresser dans le respect des droits de l'homme et de la démocratie. Nous espérons également que votre intervention inspirera les Nations Unies et d'autres organisations à mettre fin au prélèvement forcé d'organes par le biais de la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre les prélèvements forcés d'organes. Dans ce contexte, permettez-moi d'évoquer brièvement la Déclaration universelle sur la lutte et la prévention contre le prélèvement forcé d'organes, lancée en septembre lors du sommet mondial sur la lutte et la prévention contre le prélèvement forcé d'organes. Vous pouvez en savoir plus sur la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes et sur les discours d'aujourd'hui sur le site web Doctors Against Forced Organ Harvesting. Mesdames et messieurs, nous pouvons constater que la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la Convention contre le génocide n'ont pas réussi à défendre et à protéger les pratiquants de Falun Gong et les minorités religieuses face aux prélèvements forcés d'organes et aux autres formes de persécution. Le gouvernement chinois a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme le 20 juillet 1949. La communauté internationale a accepté cette signature de bonne foi et a espéré que la Chine changerait pour le mieux. La communauté internationale a donc laissé la Chine sans contrôle. Le Parti communiste chinois a profité de la confiance de l'humanité dans sa bonne foi. Bien qu'elle ait signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, moins de 20 ans plus tard, il a tué des millions de personnes pendant la révolution culturelle, puis a choqué le monde en 1989 avec le massacre des étudiants sur la place Tiananmen. Dans ce qui semble être une moquerie totale de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 50 ans exactement après la signature de la déclaration, Jiang Zemin, alors président du Parti communiste chinois, a lancé sa persécution contre le Falun Gong le 20 juillet 1999. En apparence, le gouvernement chinois a lancé une persécution contre 70 millions de citoyens pratiquant le Falun Gong. Mais ce que le Parti communiste chinois persécutait réellement, c'étaient les 3 principes du Falun Gong, à savoir la vérité, la compassion et la tolérance. Quel autre mot pourrait mieux incarner la signification des droits de l'homme universels que ces 3 principes ? En fin de compte, la persécution du Falun Gong par le Parti communiste chinois n'est-elle pas au fond une attaque contre l'idée des droits de l'homme et une persécution de la bienveillance de l'humanité ? Mais la bienveillance demeure et perdure. Nous l'avons entendu dans les paroles passionnées de nos orateurs aujourd'hui. J'espère que leur détermination sera une source d'inspiration pour vous tous, et j'espère que nous réfléchirons tous sincèrement à ce qui a été partagé aujourd'hui. Merci.